thématiques à l'ordre du jour. Ce soir, le président français Emmanuel Macron était le week-end dernier du côté de l'Algérie en visite officielle et bien sûr à l'invitation de son homologue algérien. Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette visite, il a ainsi appelé les jeunes Algériens en particulier et Africains en général à ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation. Ce sont ces termes de réseau téléguidés en sous-marin par des puissances étrangères qui présentent donc son pays, la France, comme l'ennemi dont il a cité la Turquie, la Russie et bien sûr la Chine. Pour le numéro 1 français, ces derniers ont un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. Si la Chine et la Russie n'ont pas encore officiellement réagi, eh bien la Turquie, elle, via le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, a déclaré et espéré que la France atteigne aussitôt que possible la maturité nécessaire pour faire face à son passé colonial sans accuser d'autres pays. Eh bien, pour ce soir, 2 points seront analysés dans le cadre de cette édition. D'abord, comment comprendre du moins ces accusations de Paris contre ces 3 pays précisément. Ensuite, évaluer les retombées de cette visite en Algérie. Eh bien, rapidement, nous allons faire le tour de notre panel pour, bien sûr, la présentation. Je vais commencer par vous, Dr Kanga. Vous êtes encore avec nous ce soir. Vous êtes professeur de lettres et, bien sûr, souverainiste africaine. Merci à vous, Dr Kanga. Bonsoir. Oui. Bonsoir à vous, Sike Doumbé. Bonsoir à Tapé Goubera, c'est ça, si je me trompe bien ça. Pas, pour le nom. À Gamal, c'est ça? C'est bien ça. Bonsoir à toute l'Afrique aussi. Et je ne pense pas qu'elle dorme. Donc bonsoir à tous les techniciens qui sont à nos côtés. Merci beaucoup à eux parce que sans eux, l'émission ne serait pas possible. Et donc toutes les personnes de loin ou de près qui travaillent à ce que cette émission se fasse, je les remercie et je suis contente d'être avec vous, avec tout le monde et pour écouter les uns et les autres et essayer d'informer du mieux que l'on peut les Africains afin que chacun puisse s'éveiller. C'est nous qui vous remercions. Merci une fois de plus à vous, Dr Kanga. Et bien sûr, Luc Michel, vous êtes aussi avec nous dans le cadre de cette émission. Vous êtes géopoliticien. Merci à vous, Luc Michel. Bonsoir à toi, Manuela. Bonsoir aux collègues et surtout à mon ami Gamal Abiba. Je tiens surtout à te saluer particulièrement, Manuela, parce que avec Bachir, Mohamed Ladan et toi, vous êtes les premiers avec qui j'ai fait des émissions en Afrique. C'était il y a plus de 8 ans, mais nous sommes toujours présents au combat. Merci à vous, Luc Michel, et surtout, vous l'avez si bien dit, pour ce soutien inconditionnel à cette cause. Merci beaucoup. Gamal Abina est avec nous, internationaliste, entre autres. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir Manuela, bonsoir à tout le plateau, bonsoir évidemment à Luc Michel, que j'apprécie de la même façon et largement. Et bonsoir à tous les panafricains et panafricaines qui ont encore à cœur la libération d'un continent entier. Eh bien, l'autre intervenant, le dernier, pour ce tour de table, Tapé Goubera, vous êtes aussi avec nous, vous êtes enseignant, entre autres, et président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Moraf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Manuela. Je salue avec déférence tous mes prédécesseurs pour lesquels j'ai un respect immense. Je salue donc la direction de For You Media pour toutes les personnes qui permettent qu'on ne voit pas, qui permettent à cette émission d'avoir lieu. Et aussi, je salue les auditeurs, auditrices de For You Media. Merci pour l'invitation. Voilà donc le panel présenté, chers téléspectateurs. Rapidement, prenons l'actualité géopolitique.
bien voilà, commençons rapidement l'actualité géopolitique du côté du Mali avec la création de nouvelles bases aériennes. Sadio Kamara, le ministre de la Défense et des anciens combattants, a signé le mardi 16 août 2022 3 arrêtés portant création des bases aériennes, des détachements air et de groupements de défense anti-aérienne et de protection défense des régions aériennes numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Notons également que l'armée malienne a reçu 5 avions de chasse le 9 août dernier au moment où la force Barkhane a annoncé bien sûr son départ. Avec un rayon d'action de 1500 km, les Albatros pourront être utilisés comme des avions de reconnaissance dans les vastes zones désertiques. Poursuivons avec cette fois-ci le Japon qui va réclamer un siège permanent pour l'Afrique à l'ONU au cours de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est déroulée les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a jugé indispensable de remédier à une injustice historique pour que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a ainsi déclaré que son pays ira dans cette direction quand il y sera un membre non permanent en 2023-2024. Parlons à présent de l'Iran, envoi de la première cargaison de drones à la Russie. Et bien, selon les responsables américains, des avions cargo russes ont récupéré le premier d'un grand nombre de drones de combat fabriqués par l'Iran pour être utilisés contre l'Ukraine. Selon bien sûr des informations américaines, les avions de transport auraient quitté l'Iran en août, transportant au moins 2 types de véhicules aériens sans pilote, tous de transporteurs de munitions pour des frappes contre des radars, de l'artillerie et d'autres cibles militaires. Restons bien sûr sur le conflit russo-ukrainien. On parle du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui a déclaré qu'il n'y aurait aucune pitié pour les meurtriers de Daria Dugina, la fille d'un idéologue russe tué samedi par les Ukrainiens, selon les services de sécurité russes. Dans le même temps, l'Union européenne envisage d'organiser une mission d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins, a déclaré ce lundi le haut responsable de l'Union européenne pour la politique étrangère. Et puis de son côté, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a réclamé lundi des sanctions contre le groupe russe Rosatom pour son chantage aux radiations à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, occupée par l'armée russe. Les îles Salomon ferment leur port aux États-Unis. Il y a quelques jours, un incident a été enregistré lorsqu'un navire des gardes-côtes américains, l'Olivier Henry, n'avait pas pu entrer dans les îles Salomon pour une escale de routine. Selon des sources, le gouvernement local n'a pas répondu à une demande de ravitaillement en carburant et en provisions. Et bien, d'après les observateurs, cet incident démontre les tensions croissantes entre les États-Unis et leurs alliés depuis que les îles Salomon ont conclu un pacte de sécurité avec la Chine plus tôt cette année. Et sortons avec cette information. En Grande-Bretagne, le porte-avions HMS Prince of Wales, du moins en panne. L'énorme porte-avions qui au Royaume-Uni était appelé la fierté du Royal Navy de Grande-Bretagne ne peut pas se déplacer en eau libre. Selon les données préliminaires, l'arbre porte-hélice droit est tombé en panne et elle est si grave que l'arbre doit être démonté. Eh bien, le porte-avions a été mis hors de service moins de 24 heures seulement après son départ pour une mission historique aux États-Unis. Eh bien, c'est tout pour l'information géopolitique. Place maintenant au débat. Voilà, dans retour sur ce plateau, je vais commencer peut-être par vous, Luc Michel, en ce qui concerne cette actualité. On rappelle, on parle de cette visite du numéro 1 français, Emmanuel Macron, du côté de l'Algérie. C'était le week-end dernier. Il a posé du moins plusieurs actes de ce côté-là. Nous, on s'interroge, on essaye de comprendre en tout cas ces déclarations. Il accuse bien sûr la Russie, la Chine, mais aussi la Turquie d'agenda impérialiste du côté de l'Afrique. Votre avis sur ces déclaration? Il y a deux choses à dire, mais la première, c'est que Macron, comme d'habitude, a du culot. Oser prétendre que 3 pays qui n'ont aucun passé colonial en Afrique, c'est-à-dire la Russie, que l'OTAN a tenté de coloniser en 1990-2000, pendant les années d'Helsinki, la Chine qui a été colonisée pendant
le 19e siècle jusqu'en 1945, et à qui les Britanniques ont arraché Hong Kong, les Portugais Macao, et qui ont brûlé le palais d'été chinois et pris Pékin en 1910. Enfin, la Turquie que l'on a essayé de dépecer à la fin de la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu Mustafa Kemal attaqué, on ne parlerait plus aujourd'hui de la Turquie. La Turquie était occupée, l'Anatolie, par les Grecs, les Britanniques et les Français. Et il a fallu la lutte de libération nationale de Mustafa Kemal Atatürk pour libérer la Turquie. Donc Macron a tous les culots. Maintenant, il faut expliquer parce qu'il ne faut pas se leurrer. Non, la Turquie n'est pas l'allié de l'Afrique. Pas plus, vous en avez parlé dans l'actualité, que le Japon n'est l'allié de l'Afrique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? La Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN, la principale alliée des États-Unis en Méditerranée, en Afrique et au Proche-Orient. Et les Américains ont assigné une mission à la Turquie, c'est de remplacer les Français en Afrique. Le Japon, c'est le principal allié des États-Unis dans ce qu'on appelle l'OTAN du Pacifique, le Quad face à la Chine. Et donc, les Américains jouent habilement, ils agitent les nostalgies géopolitiques de l'Allemagne, de la Turquie, du Japon, de la France, pendant que ces pays se disputent entre eux. Les Américains, souverainement, les dominent tous. C'est une espèce de mare au crocodile où se disputent les petits prédateurs pendant que le grand continent américain a la paix. Donc, que cherchent les Turcs, évidemment, c'est éjecter les Français d'Afrique sous rang des Américains. Que cherchent les Japonais? Pourquoi proposent-ils un siège à l'Afrique? En 1992, ils ont lancé la première TICAD et à l'époque, ils voulaient un siège au Conseil de sécurité pour le Japon. Ils pensent qu'en appuyant le projet légitime d'un siège africain aux Nations Unies, les Africains vont leur renvoyer l'ascenseur et donner un siège au Japon. Mais fondamentalement, c'est une puissance qui appartient au bloc occidental. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde est divisé en deux blocs. Le bloc américano-occidental, dont font partie la Turquie et le Japon, et le bloc de l'Est, dont font partie la Chine, la Russie et l'Iran, ainsi que leurs alliés. C'est cela le clivage fondamental. Tout pays qui appartient à l'OTAN, ou une alliance similaire dans l'océan Pacifique au Proche-Orient, est un ennemi des peuples en monde qui cherchent un monde multipolaire. Merci à vous, Luc Michel. On rappelle justement qu'en 2020 déjà, le président français Emmanuel Macron avait dénoncé dans un entretien publié par le magazine Jeune Afrique la stratégie menée par la Russie et la Turquie pour alimenter ce qu'il a qualifié de sentiment anti-français en Afrique, en jouant justement sur le ressentiment postcolonial. Gamal Abina, je poursuis avec vous sur cette question. Alors, 3 pays explicitement cités, la Chine, la Turquie et aussi la Russie. Est-ce qu'on peut parler de déclaration de guerre? Alors, bon, merci pour le travail de Luc Michel qui explique effectivement les stratégies invasives de ces pays. Alors, effectivement, il fait bien de rappeler que la Turquie fait partie de l'OTAN, est en commandement téléguidé, on dira, et surtout que la Turquie est dans une démarche de défendre ses intérêts. La seule amie que les Turcs ont, c'est la Turquie. Pour être très clair. Après, il y a les alliances, les stratégies qui sont très bien pensées, mais au démarrage, c'est ça. Après, c'est vrai que de dire que 3 pays, 3 empires, hein, c'est quand même l'empire du milieu, c'est la Chine, l'empire russe, parce qu'avant d'être les soviets, c'était les Russes, et puis l'empire, évidemment, qu'on appelait à l'époque empire ottoman. Ces 3 empires ont été mis soit sous contrôle coloniaux. Les Russes, c'est moins évident, parce que ça n'a duré que 4 ans avec les nazis, mais enfin, pseudo-colonial, mais effectivement, de rappeler que la Chine a été aussi sous contrôle colonial et ça a duré très longtemps, c'était une longue période d'humiliation. Donc les Chinois s'en souviennent, les gens pensent que les Chinois sont gentils, mais ils se souviennent de ce qu'on leur a fait. Et il va de soi que la Turquie a failli ne plus exister. C'est effectivement Atatürk qui a garanti un État-nation
jacobins pour préserver ce qui restait de ce qu'on appelait l'homme malade d'Europe. Et donc aujourd'hui, on a une démarche macronienne qui consiste à inverser les valeurs. Faire croire que d'un côté, les Français sont devenus du jour au lendemain, par opération du Saint-Esprit, des gens sympatoches qui n'ont rien à se reprocher ou très peu de choses et pour lesquels il faut faire de l'histoire, dit-il, mais il ne faut pas demander pardon. Et de l'autre côté, vous auriez des empires qui deviendraient colonialistes, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ça revient dans l'esprit, juste parce que leurs visées sont des visées économique et évidemment d'influence. Influence que le monde entier veut avoir sur l'Afrique puisque c'est le continent le mieux armé en matière de richesse et le mieux armé en matière de développement potentiel. Et donc tout cela pour dire que, est-ce qu'il y a un risque de guerre? Non. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit possible et ouvert parce que d'abord les pays dont on parle, c'est les pays les plus puissants de la Terre. Donc ça règle la question. Je veux dire que ce soit les Russes ou les Chinois, c'est compliqué de discuter avec eux. Ils représentent quand même plus de la moitié de la richesse sur Terre et c'est quand même en cumul de têtes nucléaires, c'est la première puissance. Mais même en conventionnel, aujourd'hui, les Chinois et les Russes sont des armes tentaculaires. Non, la guerre économique est déclarée et cette guerre économique qui ne peut pas dire son nom, donc Macron, est une guerre qui se cache sous des prétendues motivations idéologiques, pseudo-idéologiques, à savoir que ce serait des colonialistes. Eh bien, ça c'est faux et on peut le prouver sur plusieurs aspects. On prend que les Chinois, simplement. Les Chinois, par exemple, investissent massivement dans un pays qu'on a espéré déstabiliser. Je parle de l'Éthiopie. Les Chinois ont donc fait un travail. La Russie, alliée traditionnelle de l'Algérie, démarre très fort en faisant des réunions russo-africaines, pour être très précise. Et surtout, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie, qui est très, très jalouse de sa souveraineté, eh bien, l'Algérie va recevoir dans les manœuvres militaires conjointes les Russes sur leur territoire. Ça, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on voit ça. Et les manœuvres vont démarrer en novembre à la frontière marocaine. Tout ça pour vous dire que le monde se sépare à nouveau en deux grands blocs, pas homogènes du tout, puisque le bloc occidental ne représente plus que 20% de ce qui représente la Terre. Et le bloc opposé à l'Occident, sans faire un bloc homogène non plus, c'est le reste du monde. C'est le monde qu'on a maltraité pendant des siècles. Et donc aujourd'hui, le risque de guerre, pour moi, est absent. La guerre économique est ouverte, il n'y a aucun problème. Et l'hypocrisie sous-jacente, c'est de faire croire que l'ancienne puissance coloniale serait plus sympathique que les pseudo-nouvelles puissances coloniales, dont pour l'instant, ça fait 20 ans que les Chinois sont en Afrique, on n'a pas vu les travers. On voit quelques travers des Chinois, par exemple le fait de vendre beaucoup de produits manufacturés qui fragilisent les économies locales. Ça, c'est vrai. C'est vrai que tous les acteurs locaux qui font du commerce traditionnel sont impactés et dans le mauvais sens du terme. Et en même temps, les Chinois font des investissements structurants. Je prends l'exemple très concret, ils vous vendent une autoroute et ils vous offrent un hôpital. Et oui, c'est comme ça. Les Chinois veulent le marché. Ils font les choses avec la manière, sans voler pour autant, comme les Français le font, leur parti. Les Chinois investissent en Algérie. Donc, ils font une autoroute Est-Ouest, une immense autoroute. Ils font beaucoup de lourds investissements. Et en même temps, ils offrent un opéra à Alger. C'est vous dire que la Chine a une démarche commerciale évidente et en même temps qu'elle cherche à plaire, à séduire en montrant qu'elle n'est pas là que pour l'argent. Et bien, lorsque Macron dit cela, c'est juste un aveu de faiblesse parce qu'il sait qu'il est en recul, il sait qu'il n'a plus beaucoup de moyens pour faire face. Il va en Algérie, par exemple, pour faire négocier un contrat de pétrole qu'il prétend ne pas vouloir négocier. Mais en vérité, c'est une guerre commerciale qui est ouverte et une guerre géopolitique pour savoir qui sera le mieux placé sur le continent africain pour bénéficier des largesses de l'Afrique, qui est une terre très généreuse, si on sait évidemment lui parler. Gamal Abinal, Tapé Gouguera, je poursuis avec vous. Gamal Abinal, il a dit une guerre commerciale. Alors finalement, cette déclaration d'Emmanuel Macron vont au-delà de ce que justement les gens ont compris, de ce que les gens voient. On parle de déclaration, c'est vrai, de guerre, mais sous une autre forme. On parle de guerre économique. Emmanuel Macron, donc, qui accuse ces trois pays qui pourtant, semble-t-il, ne partagent pas forcément les mêmes intérêts. Je vais d'abord utiliser, merci d'abord pour l'invitation, je vais utiliser une image africaine qui dit que l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. En fait, pour dire que M. Macron, il sait, et je pense qu'à plusieurs reprises, Luc Michel le disait, la France est une petite puissance qui aujourd'hui, lorsqu'elle se trouve devant les pays africains, montre sa puissance, même demain remet des chefs d'État, mais lorsqu'elle est en face de d'autres puissances, elle crie au loup, parce que véritablement, elle n'a pas les coups de franche pour lutter, pour rivaliser avec cette puissance. Et donc, toute cette rhétorique que utilise M. Macron
c'est une manière de dire véritablement que ça ne va plus. Parce que M. Macron, il faut savoir qu'il a été élu par les Français. Et depuis un moment, on voit une course énorme pour venir visiter le continent africain, comme si ce sont les Africains qui l'ont élu. C'est quand même assez paradoxal. Donc, c'est dans cette optique que M. Macron est, comme l'a dit mes prédécesseurs. Mais ce que M. Macron, je pense que M. Macron, il y a deux choses qu'il dit dans cette histoire. La première, c'est qu'il, peut-être, soit il ne connaît pas son histoire, enfin l'histoire de son pays, la France, ou alors il est de mauvaise foi. Je rappelle à toute fin utile que lors du fameux congrès de Berlin qui a eu lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, la Russie, parce que beaucoup de nos éditeurs souvent ignorent, la Russie et l'Empire ottoman étaient présents. Mais qu'est-ce qui a fait que eux, ils n'ont pas cherché à établir leur domination sur les pays africains? Et c'est la France et d'autres pays, ce qu'on appelle le bloc de l'Ouest aujourd'hui. Je dis bien, à ce congrès-là, la Russie était présente, on avait même l'Empire ottoman, mais ils ne sont pas venus coloniser parce que ce n'était pas dans leur vision. Deuxième chose que je retiens, M. Macron a tellement cette mauvaise habitude d'être condescendant, à la limite même ça frise le racisme, de penser que nous sommes des enfants à qui il y a des gens qui sont de l'extérieur, des puissances, qui nous blaguent quand ils parlent des réseaux sociaux. Et que les Africains doivent faire attention. C'est comme quand vous avez votre enfant, vous lui dites, fais attention, le voisin, il n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. C'est une injure chaque fois qu'il a l'habitude de parler, surtout quand il vient en Afrique, c'est une injure qu'il adresse chaque fois aux Africains. Et je trouve que c'est quand même assez mal placé. La fois dernière au Cameroun, il disait que les Africains étaient hypocrites. Et là encore, il vient de dire aux Africains, enfin, vous êtes encore des enfants, hein, des petits-enfants, faites attention, n'écoutez pas ce que la Russie, ce que la Turquie, ce que la Chine dit sur les réseaux sociaux. Hein, écoutez, nous sommes les meilleurs. Comme l'a dit Abed, M. Macron pense que nous, on ne sait pas qui il est. Comment nous, on peut imaginer que le lion qui a porté une fourrure d'un agneau, nous, on ne peut pas le reconnaître. M. Macron, il ne va quand même pas nous distraire. Il a son deuxième mandat. Ce n'est pas la première fois qu'il est là. Il est là, ça fait la 10e année dans laquelle il va partir. Enfin, il a déjà fait au moins 5 ans. Donc, on sait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? M. Macron est venu trouver une situation, excusez-moi que je passe un peu du coq à l'âne, au Mali. La situation, elle, s'est davantage aggravée. Et aujourd'hui, le Mali, qui demande son autonomie, est devenu cette bête qu'il faut abattre par tous les moyens. Déjà devant nous, nous qui sommes contemporains d'une telle situation, et c'est cette France de Macron qui veut nous donner des leçons de pouvoir nous protéger, alors que le Mali ne demande simplement que sa souveraineté. C'est un exemple tout à fait banal. Et quand nous assistons à cela, on n'a pas besoin de voir les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'écouter d'ailleurs combien d'Africains qui parlent le russe, combien d'Africains qui parlent le chinois, combien d'Africains qui parlent le turc. Il y en a très peu. Donc ce ne sont pas les réseaux sociaux qui nous déterminent. Nous déterminons l'acte. Parce qu'en politique, ce qui est important, ce n'est pas ce que la personne dit. Macron, lui, pense que le fait qu'il dise, nous, on va croire à ses belles paroles. Il sait qui blaguer. Mais les Africains, nous sommes sereins. Donc, comme je disais, au risque de me répéter, pour moi, première des choses, c'est une puissance, enfin, ce que nous, on pensait, hein, la France qui était une puissance, mais elle est véritablement en déclin. En réalité, c'est sa vraie phase. Parce que lorsqu'il s'agit de compétir de manière normale, la France ne peut pas tenir ni devant la Russie, ni devant la Chine, ni devant la Turquie. Voilà le vrai problème. Elle, sa compétition, c'est comme vous voulez courir à Usain Bolt et on dit à Usain Bolt d'être à 1 mètre avant vous, mais c'est normal, vous n'êtes jamais là-bas. La France, elle, pour elle, elle a déjà des acquis en Afrique, compte tenu de ce qu'on appelle son passé colonialiste. Donc, pour cela, nous devons toujours lui dire merci et que nos liens, comme ils appellent fraternels, doivent toujours rester et que les autres, s'ils viennent, on doit demander l'autorisation à la France. Est-ce que ceux-là, ils sont bons pour nous ou pas? Comme si nous n'avons pas le sens du discernement. Descartes disait, le bon sens est la chose la mieux partagée. Et je pense aussi que M. Macron doit arrêter de se moquer des Africains. Nous avons aussi le bon sens. Monsieur Tapé Goubira, docteur Kanga, je viens donc vers vous pour poursuivre. Il est vrai, l'Afrique
a ces problèmes, ces tensions bien sûr avec la France. Mais est-ce qu'on peut tout de même penser que la Turquie, tout comme d'ailleurs la Russie, parce qu'il faut dire qu'il y a des critiques également envers ces États, et bien sûr la Chine, ont des velléités bien sûr impérialistes en Afrique. Est-ce qu'il pourrait y avoir des fondements dans ces paroles, déclarations? J'avais oublié de saluer Luc Michel. Bonsoir Luc Michel. Et je suis ravie de vous rencontrer. Je vous écoute souvent, donc je suis contente d'être avec vous, de partager cette actualité. Donc effectivement, moi je pense que tous ces anciens empires et ces grandes puissances ne sont pas là pour les beaux yeux de l'Afrique. Soyons-en sûrs. Et je pense que Macron, dans ses sorties, je dirais pour moi c'est une logorrhée verbale, c'est une diarrhée verbale, parce que c'est un homme qui ne sait plus à quoi s'en tenir, et donc il a peur de la Turquie, de ce que la Turquie peut faire en Afrique, il a peur de ce que la Chine peut faire en Afrique, il a peur bien évidemment de ce que la Russie peut faire en Afrique. Et il voit la Russie pénétrer dans son soi-disant précaré en Afrique. Et donc, pour moi, la France aboie. Elle aboie qu'elle n'a plus cette emprise qu'elle avait sur les Africains. Elle n'a plus cette emprise qu'elle avait sur la jeunesse africaine. Elle n'a plus cette emprise qu'elle avait sur les peuples africains. Et donc, comme elle est acculée, la France est acculée face à la Turquie, parce que c'est risible. De vous à moi et avec les autres, c'est quand même risible qu'un chef d'État français, des spécialistes dans la colonisation, qui viennent et qui arguent face aux autres, qui n'ont pas un passé colonial. La France vient dire ça, Macron, donc Vulcain, vient dire, moi je vais quand même redire la réponse du porte-parole, parce que je trouve qu'il ne faut pas oublier sa réponse qui est pertinente, et je vais la lire. Permettez que je lise. Allez-y. Alors, voici ce que le porte-parole des affaires étrangères de la Turquie dit. Il est inacceptable que le président français, Macron, qui a des difficultés à faire face à son passé colonial en Afrique, particulièrement en Algérie, tente de s'affranchir de ce passé colonial en accusant d'autres pays, dont notre pays. Et il dit ceci, si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ces pratiques à travers les méthodes différentes, et elle devrait essayer de les réparer. Voilà. C'est-à-dire que la France, le président français fuit ses responsabilités. Au lieu d'affronter la question mémorielle liée à l'esclavage, au lieu de l'affronter, il préfère contourner en attaquant les autres pays. Pour moi, c'est une diversion. La France, au travers de Macron, au travers de Vulcain, fait une diversion parce que, comme je le dis, elle est acculée. Elle est, comme je pourrais dire vulgairement, elle est ratatinée. L'image de la France est écornée en Afrique, et on sait très bien que la puissance qui fait peur et qui est en train de prendre du poids en Afrique, c'est la Russie. On a vu que lorsque la Russie aide les pays africains réussissent à s'en sortir. Les résultats du Mali, avec un partenariat qui n'a même pas une durée d'un an, les résultats sont époustouflants. Les résultats de l'Algérie, avec sa collaboration sur le plan de la défense avec la Russie, les résultats sont là. Et avec la France, depuis que la France est en Afrique, on va de mal en pis. C'est-à-dire que rien ne fonctionne. Les bases militaires sont en Afrique, mais les terroristes pullulent. Donc, expliquez-moi comment c'est possible. Comment une grande puissance qui prétend être une grande puissance, puisqu'elle est une puissance militaire, elle occupe le 6e rang et peut-être qu'elle est en train de reculer, comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à juguler
le terrorisme en Afrique et que depuis qu'elle est là, depuis elle était au Mali, le Mali s'est embourbé dans le terrorisme. Et depuis que la Russie est arrivée, que la France a été chassée, ça va de mieux en mieux. Donc, est-ce qu'il faut encore expliquer aux Français? Et j'estime que M. Macron passe son temps à insulter l'intelligence des Africains, comme si à chaque fois, il fallait qu'on nous explique, nous les enfants éternels, des mineurs éternels. Les Africains sont restés à leurs yeux des mineurs éternels et eux, ils ont la tutelle et peuvent nous téléguider à distance, téléguider les chefs d'État, téléguider les peuples africains et penser à notre place. Et non, c'est terminé. C'est terminé la mise sous tutelle. Les Africains réfléchissent. Il y a des intellectuels en Afrique. Il y a des grands hommes en Afrique et que ces sorties, ces saillies déshonorantes, désobligeantes, c'en est assez. Merci à vous, Dr Kanga. Merci beaucoup, Luc Michel. Alors, finalement, c'est vrai que la Turquie, bien sûr, a été indexée par le président Macron, mais beaucoup, justement, se sont étonnés du fait qu'elle soit mise dans le même panier que la Chine et, bien sûr, la Russie. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ces deux pays, entre guillemets, frères, parce qu'ils sont membres, justement, de l'OTAN, qui se disputent, justement, la part du gâteau du côté de l'Afrique. Écoutez, tout d'abord, avant de vous répondre, oui, je voudrais donner deux précisions historiques. Allez-y. La première, c'est qu'en 1830, la Russie des tsars, c'était l'Empire tsariste, elle entreprend des relations diplomatiques avec le plus vieil État africain, il date du IIe siècle, c'est l'Éthiopie. À la conférence de Berlin en 1885, la Russie empêche la colonisation. Ce sera la seule partie de l'Afrique qui ne sera pas colonisée. C'est justement l'Éthiopie. Il faudra attendre Mussolini en 1937 pour que l'Éthiopie soit victime d'une tentative de colonisation. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le XIXe siècle, la Chine est victime d'un raid des puissances impérialistes. À l'époque, le plus grand trafiquant de drogue, c'est la reine Victoria de Grande-Bretagne qui dirige l'Empire britannique. Des pirates britanniques employés par des compagnies d'État britanniques lancent un raid pour obliger la Chine à vendre l'opium. Ce sont les guerres de l'opium, il y en aura deux. Ils s'emparent d'un territoire pour en faire leur base, c'est Hong Kong. Quand on vous parle aujourd'hui, les Britanniques et les Américains, de la démocratie à Hong Kong, ils oublient de dire que Hong Kong, c'est un butin arraché par la Chine, par des pirates et trafiquants de drogue britanniques. Les Français font d'ailleurs la même chose en Indochine. Jusque la libération de l'Indochine dans les années 50, l'opium est vendu par une régie d'État française. Dernière précision, la plus grande banque britannique actuelle, c'est HSB. C'est la banque fondée au 19e siècle à Hong Kong. C'est la banque des trafiquants de drogue britanniques en Chine. Maintenant, je vais vous répondre, bien entendu. Oui. Il y a dans l'OTAN, il y a deux camps. Deux camps qui sont opposés par des intérêts en Afrique et en Méditerranée. Ces intérêts sont ceux du pétrole et du gaz. Il y a tout d'abord un camp qui regroupe les Américains qui soutiennent la Turquie, les Italiens de la régie d'État italienne, ENI, ce qui explique d'ailleurs les critiques de l'Italie contre la France-Afrique. Et enfin, il y a la Grèce. Tous ces gens-là sont opposés à la Turquie. La Turquie, elle est alliée aux islamistes de Tripoli et elle essaye de s'emparer des champs de gaz en Méditerranée au large de la Grèce et de Chypre, et elle essaye de s'emparer des champs de gaz libyens. De l'autre côté, il y a les Français, évidemment, qui sont du côté des Grecs. Il y a encore ces jours-ci, d'ailleurs, un dossier de contentieux entre la Grèce et la Turquie à ce sujet. Les Français sont du côté des Grecs, donc du côté d'Haftar en Libye, et pétroliers libyens. Voilà la nature de l'opposition entre la Turquie et la France au sein de l'OTAN. Et comme je vous l'ai déjà expliqué,
Les Américains soutiennent ces querelles parce que pendant que les Turcs et les Français se querellent, ils ont la paix pour faire leurs affaires, notamment en Libye. En 2019, les États-Unis qui ont perdu le contrôle de la Libye, ils reprennent le contrôle de la Libye grâce aux Turcs. Les Turcs aéroportent des milliers de djihadistes libyens, les gens d'Al-Qaïda en Syrie, qu'on appelle le Jabhat al-Nusra. Ils sont aéroportés par dizaines de milliers et ils ne seront arrêtés que par les paramilitaires russes devant ces paramilitaires russes qui, eux, sont du côté de Haftar. C'est une alliance contre nature, d'ailleurs, en Libye, puisque en Libye, il y a une alliance à front renversé. L'Arabie saoudite, les Émiratis, les Tchadiens et les Égyptiens sont aux côtés de la Syrie de Bachar el-Assad et des Russes à côté de Haftar. Deuxième opposition, évidemment, qu'il faut comprendre, dans le reste de l'Afrique, les Américains veulent éjecter les Français du précaré français et américaniser la guerre du Sahel. Et ils ont donc chargé la Turquie d'éjecter les Français du précaré français. Et donc, leur problème, c'est que les Français sont en train d'être remplacés par les Russes. Dès que la Russie intervient dans un pays, c'est vrai au Niger, c'est vrai au Mali, c'est vrai au Tchad, c'est vrai en Éthiopie, on voit les Turcs arriver. L'intérêt des Turcs, il est économique. Le succès d'Erdogan est basé sur le fait qu'il a fait accéder à la prospérité économique la bourgeoisie islamique en Turquie. Mais cette prospérité, elle est finie. Dès lors, Erdogan cherche des opportunités économiques, notamment en Afrique. Il cherche en particulier à vendre l'industrie de ses drones. La Turquie est aujourd'hui la principale exportatrice de drones au monde, avec ses rivaux iraniens qui, eux, sont du côté du bloc de l'Est. Erdogan vend ses drones en Afrique, il vend ses drones au Mali, il vend ses drones en Ukraine, il vend ses drones en Azerbaïdjan. Et il a un intérêt direct, puisque l'industrie des drones turcs est dirigée par le gendre d'Erdogan. Donc ce sont des intérêts familiaux. Face à cela, évidemment, la Turquie a un double adversaire. Elle a l'adversaire russe, mais qui ne l'embête pas directement, et elle a l'adversaire français. Actuellement, les Russes mènent une diplomatie active. Elles visent à fragiliser l'OTAN en agitant toutes les lignes de fracture possibles. Donc, dans la question du Proche-Orient, les Russes mènent des négociations à Astana et à Sochi avec la Turquie. Leur but, c'est d'ouvrir des lignes de fracture à l'intérieur de l'OTAN. Et voilà ce qui explique non pas cette opposition entre la France et la Turquie, mais ce triangle France, Turquie, Russie. Le cas de la Chine, c'est un cas dérivé de l'opposition à la Turquie. Merci Luc Michel. Gamal Abina, alors le passé colonial, un terme qui est revenu tout à l'heure lorsque le docteur Kanga, bien sûr, nous donnait quelques bribes justement de ce communiqué turc. On rappelle que dans tout le communiqué, ce terme est revenu plusieurs fois, donc passé colonial, contentieux historique. On comprend à quel point justement cet élément est important dans les relations aujourd'hui entre la France et l'Afrique. Donc, est-ce que c'est un point qui pourrait conditionner l'amélioration des relations entre la France aujourd'hui et l'Afrique? C'est pas qui pourrait. La question est peut-être, je sais qu'elle est volontairement provocatrice. Oui. Ça ne pourrait pas, ça conditionne, c'est un fait indiscutable. Okay. Ça l'a toujours conditionné. Tant que les Français avaient placé leurs petits caporaux, je parle de Gaulle et des réseaux Focard, les petits caporaux à la tête des États africains qui n'avaient pas obtenu leur véritable indépendance, parce qu'il y a eu des mouvements dépendantistes, mais beaucoup de caporaux ont été placés. Tant que les Français avaient placé leurs caporaux, tout allait bien. Je veux dire, on voyait bien la réunion à la Baule, toutes ces mises en scène ridicules dans les années 90 pour la concorde de soi-disant civile. Tout ça, c'est la mise en scène pour c'est Mitterrand d'ailleurs qui initiait ça, toujours le même Mitterrand, ce criminel
dont je ne devais même pas faire l'éloge tellement il était écœurant, ce personnage. Bien, Mitterrand était à l'origine de cela, mais pas seulement De Gaulle, enfin toute cette filiation, parce qu'il faut comprendre que la France, c'est pas un État comme un autre. D'abord, c'est l'État de la Révolution française. Ouais. Ça commence déjà par un séisme mondial incomparable. Il n'y a pas de république dans le monde. C'est la France qui inaugure ce cercle de république et la petite copine américaine qui le suit de très près. Et puis ensuite, cet impérialisme ne va pas toucher directement l'Angleterre. Ils n'ont pas cette révolution, ils ont une petite révolution de palais, mais il n'y a pas de révolution républicaine, même si le principe aujourd'hui, c'est un État qui est royal et à la fois parlementaire. Mais les principes révolutionnaires français créent une véritable onde de choc dans toute l'Europe, ce qui fait que la France fait la guerre à tout le monde parce qu'elle est attaquée par l'Europe. Parce que les Européens se rendent bien compte que cette nouvelle idéologie va avoir un impact. Et parallèlement à cela, ce qui est très cocasse, c'est que le monstre révolutionnaire va accoucher d'une restauration d'un royaume, puis ensuite d'une conquête coloniale, mais le monstre révolutionnaire ne s'intéresse pas aux peuples dits inférieurs. Les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, pour eux, c'est des sous-hommes. Ils ne le disent pas directement, évidemment. Il y a bien dans les révolutionnaires des gens qui possèdent des esclaves. C'est-à-dire que la question de la Révolution française a un impact psychologique considérable, va avoir des remous considérables, mais cette Révolution française est aussi porteuse malheureusement, de choses extrêmement violentes et négatives. Et pour prendre un exemple très concret, ce n'est pas les Français révolutionnaires qui vont libérer l'Afrique, on le sait très bien. Ce qui va libérer l'Afrique, ce sont les mouvements révolutionnaires africains. Ce seront évidemment, avec du soutien, n'oublions jamais, de l'URSS. C'est amusant d'entendre Macron dire que les Russes seraient des colonialistes, alors que c'est eux qui ont participé au démantèlement de l'Empire colonial en soutenant les mouvements révolutionnaires. Je parle de l'Égypte, je parle de l'Algérie, je parle de tout un tas de pays, évidemment, comme l'Angola. Enfin, il y a plein de pays qui ont bénéficié des subsides ou des soutiens directs ou indirects de l'URSS, du temps de l'URSS qui soutenait Cuba, qui soutenait les mouvements d'indépendance. Donc ça pour dire qu'effectivement, cette question coloniale est une question qui est une épine qui ne va jamais être retirée, parce qu'il y a deux raisons qui font à cela, que ça ne se retire pas. La première, parce qu'on a eu 60 ans d'indépendance, au cours desquels la France n'a rien apporté en termes de développement à l'Afrique. Ils ont toujours dit on va les aider à se développer, ce qui est une véritable gageure et une insulte pour les peuples africains. Et en même temps, ils n'ont pas apporté les solutions nécessaires pour que les Africains puissent se développer. Simplement, former des gens et laisser les industries naître. Ça n'a pas été le cas. Ils ont préféré vendre leur ferraille. Et deuxième chose qui fait que ça ne peut pas fonctionner, c'est que les Français, dans leur arrogance de coq gaulois, sont incapables de dire « nous avons été des criminels, nous sommes mal comportés, nous avons réduit avec le commerce triangulaire des populations, des millions d'individus à l'esclavage, nous avons participé à des massacres de masse, nous avons réduit l'humanité avec des idées crasseuses, racistes, ce fameux racisme scientifique, qui est aussi né en France, il ne faut pas l'oublier. Il y avait un racisme qui est préexisté en Espagne, mais c'est la France qui a consacré le racisme scientifique. C'est des personnages que je ne vais pas nommer maintenant, qui ne sont pas forcément passionnants, même des hauts comités d'État qui étaient à l'origine de cela. Donc ce racisme scientifique, ce racisme idéologique, ce racisme qui justifiait de toute la barbarie coloniale, eh bien ce racisme-là, les Français sont en grande partie à l'origine. Pour vous donner un exemple très concret, même les nazis qui n'ont rien inventé ont recyclé les idées des Français, c'est vous dire. Donc c'est ça qui fait que ça ne passe pas, parce que la France est incapable de se regarder dans les yeux en disant nous avons été un pays sale à un moment donné, nous avons été un pays barbare, nous avons assassiné des millions de personnes qui n'avaient pas d'armée en face d'eux, c'était les civils. Je veux dire, quand il y a un mouvement de révolte, c'est les civils avec des fusils de chasse. Et donc ils ne sont pas capables de le dire, et Macron, comme tous les hommes politiques qui les précèdent, Chirac inclus, ont un problème, c'est qu'ils doivent défendre l'image d'une France éternelle, d'une France qui serait totalement propre, même si elle a commis quelques petites erreurs de leur point de vue, mais une France qui ne devrait pas se mettre en contorsion pour demander pardon. Ils appellent ça repentance. Vous imaginez qu'ils utilisent un terme religieux dans un pays laïque. Non, c'est pas la repentance dont il est question, c'est bien une demande de pardon officielle à toutes les victimes de cette barbarie coloniale. Mais demander pardon, c'est demander pardon à qui ? À des morts, à des familles, des descendants de morts, et à des millions de personnes. C'est ça qui est difficile pour les Français. Comment vont-ils justifier les 500 000 morts à Madagascar ? Ils ne peuvent pas. Donc c'est ces deux choses qui font que ça bloque, et c'est ces deux choses qui disqualifient une personne. Je vous donne un exemple juste pour finir mon propos. Quelqu'un vient vous voler chez vous. C'est ce qui s'est passé. La colonisation est un vol. C'est un vol, c'est un viol, c'est un massacre, c'est des meurtres. Il n'y a aucune beauté dans la colonisation, c'est juste des gens qui viennent voler. Ni plus ni moins. Avant, ils se servaient des hommes, après, ils se sont servis de leur richesse. Tout en réduisant l'esclavage des hommes à domicile après. C'était pas mal ça aussi. Quand ils disent que la colonisation a construit, elle n'a rien construit. Hein. Ce sont les réductions à l'esclavage des populations locales qui construisaient les pays. Hein. Eh bien, quand on vient vous voler chez vous, donc on a un bandit de grand chemin. C'est difficile de dire après la décolonisation, mais nous avons été des voleurs, des spoliateurs, des criminels, des barbares. Nous coupions des têtes et des mains, nous massacrions des populations, nous nous étions en train de violer des femmes par millions. Hein, c'est pas 2-3.
Ils ne peuvent pas vous le dire, ça, parce que reconnaître les crimes, c'est dire quel crime. Et quand on dit quel crime, à ce moment-là, on est coincé. Et ce qui se passe pour la question algérienne, qui m'intéresse en particulier, c'est qu'ils nous sortent un truc qui est quand même assez aberrant, assez abject. Ils vous disent, oui, on peut parler d'histoire, mais il faut parler des crimes des deux côtés. Comme si l'oppressé n'avait pas le droit, par tous les moyens possibles, il n'avait pas beaucoup de moyens, de répondre aux criminels. Alors on compare, il y a eu peut-être 600 morts, 800 morts côté français au niveau des civils, et encore, je suis généreux. Ils tuaient 600 Algériens par semaine, uniquement civils. Pendant 7 ans et demi, chaque semaine, il y a 600 Algériens qui mouraient, ce qui correspond pour la France à un Oradour-sur-Glane par semaine. Ils avaient le même rythme d'assassinat que les nazis ont eu avec les Russes. C'est le même rythme. On tuait 600 personnes par semaine pendant 7 ans et demi. Bon, les Russes, c'est plus important, ça s'est accéléré, parce que ça a fini à 26 millions de personnes, mais tout de même, c'est vous dire que réellement, en termes de massacre, c'est dur pour eux de se regarder dans une glace et de dire en face des descendants de victimes, on a été des criminels. C'est ça qui bloque, et ça bloquera toujours. La France ne se grandira que le jour où un homme politique, manifestement ce ne sera pas Macron, dira en regardant ses interlocuteurs dans les yeux, je vous respecte et je reconnais que notre pays a été un pays de criminels et de barbares et de voleurs. Une fois qu'il aura utilisé des termes comme ça, ou il demande simplement pardon, il présente des excuses à la limite. Une fois qu'il sera capable de dire ça, c'est un politique, à ce moment-là, ça pourra changer. Mais aujourd'hui, il y a peu de chances que ça arrive parce que l'orgueil prétentieux du coq français est incapable de se rendre compte que c'est un peu vulgaire petit volatile qui n'est plus classé dans le monde en termes de puissance de moins en moins importante, qui n'a plus de puissance militaire, on ne sait plus longtemps, et qui est incapable de faire face à d'autres géants qui sont en train d'émerger. Et rien que pour rire aujourd'hui, la Turquie est capable de faire concurrence sur le plan de la création d'armements, puisque les drones et Baytar, qui sont effectivement tenus par le beau-fils d'Erdogan, sont classés parmi les meilleurs drones au monde. Les Français sont incapables de produire cela. C'est vous dire un peu le niveau. Les Français se moquaient des Algériens lorsqu'ils ont fait un téléphone portable de la marque Condor. Les Français sont incapables de faire un smartphone. On est arrivé à un pays qui est en déclin. Donc aujourd'hui, ce qui se pose, c'est quoi? C'est une course au profit, une course au précaré. Ils veulent sauver leurs petits intérêts financiers et uniquement. Et pour faire cela, ils insultent les autres de ce qu'ils sont eux-mêmes, des colons. Eh bien, un passé colonial, Dr Kanga, un terme qui revient donc depuis, parce qu'on rappelle que cette visite intervient après, bien sûr, celle de cette autre tournée du président français Emmanuel Macron. Vous l'avez signalé, il était au Cameroun, il était au Bénin, il était en Guinée-Bissau. On rappelle également que lors de ces visites, le président Emmanuel Macron est toujours revenu sur ses accusations contre surtout la Russie, qui, selon lui, justement, aurait des velléités impérialistes sur le continent africain. Alors, Dr Kanga, finalement, ce passé colonial poursuit la France. Il serait difficile aujourd'hui de peut-être, pourquoi pas, relier, renouer avec ce pays ou alors avec ce passé. Alors, moi je pense, comme disait Gamal, qu'il va être très difficile pour la France de se départir de son image très sale, très criminelle, parce qu'un État qui a colonisé autant de pays, qui a tué, qui a fait violer autant de femmes, qui a humilié des chefs de villages. Enfin, c'est une histoire, c'est sordide. J'ai même pas les mots pour qualifier l'inhumanité de ces États. Depuis De Gaulle depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, les chefs d'État, les présidents français brillent par leur petitesse, par leur manque d'humanité, et pourtant ils prétendent, enfin ces présidents français prétendent être des pays des droits de l'homme. Et moi je vais le rappeler que s'ils sont un pays des droits de l'homme, c'est un pays des droits de l'homme pour les Blancs, pour les Français, pas pour les Noirs. Parce que c'est De Gaulle qui a mis en place ce système monétaire nazi. C'est eux qui se sont partagés l'Afrique, et pour ne pas que l'Afrique se développe, reste des États sous-développés, c'est eux qui ont mis en place un certain nombre de systèmes, un système monétaire et avec système financier également, pour que l'Afrique ne s'en sorte pas. Donc ils n'ont pas seulement colonisé physiquement, ils ont colonisé militairement, ils ont colonisé monétairement, ils ont colonisé financièrement. Rien n'a été laissé aux Africains, rien. Donc ce passé colonial leur collera à la peau jusqu'à la fin des temps, comme leur passé de régicide
de peuples régicides leur colle à la peau. On va pas le leur enlever. Donc aujourd'hui, je pense que la France a beau jeu de vouloir accuser d'autres pays, la Turquie, elle a beau jeu, et elle a beau jeu d'accuser la Russie. Et on sait dans le passé que la Russie n'a aucune histoire coloniale avec l'Afrique, et que encore une fois, c'est un maître dans la diversion. Je ne sais pas s'il n'est pas un pitre. Macron, je ne sais pas. De Jupiter, on est passé à Vulcain. Je pensais qu'il allait avoir un peu de hauteur intellectuelle, mais quand on l'écoute, c'est un véritable enfant qui ne sait pas parler à l'Afrique. Et s'il veut tellement rester en Afrique, qu'il change de posture. Mais je crois que les chefs d'État, les présidents français auront du mal à changer de posture, parce que du haut de leur savoir, du haut de leur condescendance, du haut de leur suffisance, ils ne peuvent pas parler à l'Afrique comme si l'Afrique était égale, comme si les présidents, comme si les peuples africains étaient des égaux. Ils parlent toujours dans des rapports frappés de paternalisme, de colonialisme, et donc ils resteront des colons. Ils resteront des colons, sauf si, évidemment, ils demandent pardon. Mais là, encore une fois, je pense que c'est de l'ordre des chimères. On peut rêver que les Français vont demander pardon, on peut rêver. Et donc, c'est bien dommage qu'ils ne puissent pas prendre ce chemin qui permettrait de panser les plaies. Parce que les Africains, quand ils ont été colonisés, non seulement ils ont été niés dans leur humanité, mais en plus, on pille leurs ressources. Et non seulement on pille leurs ressources, mais on leur dénie le droit d'être des humains et de pouvoir développer leur pays, d'avoir des industries. Parce qu'on sait très bien que les accords coloniaux sont restés intacts et que la France, c'est le seul partenaire que les pays africains doivent avoir. C'est pour ça que je dis la colonisation n'est pas terminée. Donc, comment la France pourra réparer ce qu'elle n'a pas encore arrêté? Elle colonise toujours d'une autre façon. On appelle ça la néocolonisation, mais c'est toujours de la colonisation. Donc, on ne peut pas réparer les choses, sauf si la France, elle est totalement dégagée de l'Afrique. Si elle est dégagée de l'Afrique et que les Africains ont des partenaires qu'ils choisissent eux-mêmes sans être téléguidés, peut-être que les pays, les chefs d'État africains, les nouveaux, pas ceux-là, mais les nouveaux pourraient entreprendre des rapports différents avec la France. Mais tel qu'en l'état actuel des choses, la France est dans une posture de déni colonial, donc elle ne peut pas régler les rapports avec les peuples, la jeunesse africaine, les peuples africains. Ça, c'est pas possible. Merci à vous, Dr Kanga. Tapé Gourbera, alors finalement, changer de posture, demander pardon, est-ce que vous pensez que cela pourrait améliorer ou changer les relations entre l'Afrique et bien sûr la France? Mais si nous revenons à ce que M. Emmanuel Macron lui-même l'a dit en 2017, je vais le citer. Oui. Il dit la colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face et présenter nos excuses à l'égard de ceux et celles dans lesquels nous avons commis ces gestes. Ça, c'est Macron qui l'a dit en 2017. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il était en campagne, mais quelques temps après, après il a fait volte-face, puisqu'il a été ramené à l'ordre par ses mandants à l'époque. Ce que nous demandons, et nous remarquons de manière récurrente que ce soit en Algérie, comme d'abord au Cameroun, ensuite en Algérie, M. Macron, lorsqu'il se sent, parce qu'on sait que ses visites sont guidées par la situation qui prévaut, le fait qu'ils sont en perte de vitesse et la situation qu'ils ont eux-mêmes provoquée en voulant donner du poids à l'Ukraine, de provoquer la puissance nucléaire qu'est la Russie. Et aujourd'hui, ils savent qu'il y a une situation difficile qui s'annonce. Donc, quand M. Macron est dans cette situation, il sait ce qu'il doit faire. C'est véritablement de se regarder lui-même dans la glace. Je rappelle à toute fin utile que il y a pas moins de 240 Algériens qui ont été tués, dont leurs têtes, je dis bien leurs têtes ont été coupées, se trouvent en France. Donc, vous voyez, 200
plus de 200 Algériens qui ont été tués et dont on a coupé la tête. Je me demande s'il y a la tête d'un seul nazi en France. Ah non. Nous avons le même cas. Nous avons une trentaine de têtes des Congolais qui sont comment on appelle, en Belgique. Bref, vous voyez. Nous avons plus de 3000 objets d'art africains qui sont détenus en Occident. Vous voyez que on ne demande pas des pardons comme ça. On demande à ce qu'il y ait des faits. Nous avons des bases militaires installées sur le territoire africain contre la volonté des peuples africains. Donc, si M. Macron veut véritablement donner de la voix, il veut véritablement être conséquent, voilà des choses qu'il peut faire qui ne coûtent rien. Il allait la fois dernière faire ce petit numéro au Bénin en remettant quelques éléments, alors que le Bénin, il y a pas mal d'objets du Bénin qui ont été volés, spoliés par la puissance occidentale et par les Français notamment. Donc, on ne demande pas pardon pour demander pardon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que M. Macron, chaque fois qu'il est dans l'impasse, il parle d'ouvrir, comment on appelle, les archives. Mais comment se fait-il que c'est maintenant on pense à ouvrir les archives? Pourquoi on n'ouvre pas les archives? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'après la guerre, la France et l'Allemagne qui se disaient ennemis ont ouvert les archives et les historiens ont écrit. Pourquoi nous, on attend depuis là? Et chaque fois, c'est comme un peu la carotte qu'on présente aux Africains. Oui, et bientôt on va ouvrir les archives. On va prendre tel nom, tel nom. Non, non, on n'a même pas besoin de ça. Ouvrons les archives pour que véritablement nous dépoussiérons. C'est ce que nous souvent nous disons à beaucoup d'Occidentaux qui pensent que nous sommes toujours dans la gangrène, dans la répétition de vivre dans le passé. Mais en réalité, c'est qu'on ne veut jamais être confronté, les autres, ceux qui ont commis ces crimes, puisque M. Macron a dit, ne veulent pas être confrontés à ce passé. Je rappelle, et je l'ai dit souvent à quelques amis belges, j'ai dit, mais imaginez un instant que vous, votre maison, je viens avec des Africains, et je vous dis, monsieur, ou bien madame, la maison que vous occupez, nous les Africains, on trouve que vous, la décoration n'est pas la bonne. Donc, nous allons vous demander de sortir, nous allons l'occuper. Et je ne vois aucun Européen ou bien aucun Occidental qui accepterait cela. C'est ça la colonisation. C'est-à-dire prendre l'espace de quelqu'un contre sa volonté. C'est ça. Donc, d'abord, c'est ce principe. D'abord, une fois que ce principe, on est d'accord là-dessus, tout le reste en découle. Or, malheureusement, à travers cette situation dramatique que nous avons, nos parents ont vécu, nos ancêtres, on veut nous faire croire qu'il y a du bon et du mauvais dedans. Et la France est toujours partante pour présenter cette situation. Donc, la question du pardon, avant que ça n'arrive, nous passons à la question de la vérité. La première des choses, c'est de libérer des archives. La première des choses, c'est les bases militaires occidentales qui sont en Afrique doivent partir. Parce qu'en 1966, lorsque les États-Unis, qui ont quand même aidé la France, ont demandé, De Gaulle a demandé à ce que la base militaire américaine parte, les Américains n'ont pas fait d'histoire. Mais pourquoi nous, lorsque nous demandons à la France de faire partie de ces bases militaires, on n'a pas dit aux Français de partir, on dit les bases militaires. Les Français disent qu'ils sont confrontés à un problème de djihadistes sur leur territoire. Mais c'est mieux de prendre des soldats pour les envoyer pour protéger le territoire. Qu'est-ce qu'ils font en Algérie, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils font au Sénégal? Qu'est-ce qu'ils font à Djibouti? Qu'ils partent, c'est pas leur place. Et en plus, c'est même pas la vraie armée, ils sont les légionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont engagés, qui sont prêts à tuer. Bref, nous avons, je vous ai dit, il y a plus de 30 000 objets africains. Ce ne sont pas des masques seulement, parce que c'est aussi, je vais dire, la vie des peuples. Il faut que ces éléments-là, parce que souvent quand on évoque ça, les gens nous parlent de cette situation, il faut, oui, des musées. Alors la question qu'on leur pose, est-ce que vous, quand vous êtes venu en Afrique, vous avez pris ça dans les musées? Non, si vous n'avez pas pris dans les musées, vous les ramenez. Si c'est sur un arbre, parce que c'est là, c'est ça, c'est les mannes des ancêtres. Vous voyez? Donc déjà, là, ce qu'on appelle réconciliation, ce qu'on appelle pardon, ça doit commencer déjà par la restitution des objets. Je vous ai parlé, il y a plus de 200 Algériens à qui on a coupé la tête, dont les crânes sont là-bas, qu'on envoie pour que les parents puissent, même si ce n'est pas tout le corps, au moins la tête qui puisse l'enterrer. Il y a tellement de choses que la France doit faire. Sans compter, oui, c'est ça, c'est la réalité. Et les bases, cette histoire de francs CFA, on en parle, il y a même certains qui ont perdu la vie.
certains qui ont perdu la vie. On sait qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont attaqué le président Laurent Gbagbo, parce que c'était ça. Mais avant ça, il y a eu Gilles Christ Lompio. Avant lui, il y a eu, comment on appelle, l'ancien député du Niger, Guibo Bakari, qu'on a, comment on appelle, envoyé certainement, on a fait perdre tout son poste. Ouais. Donc, pour vous dire que le franc CFA est une monnaie dans laquelle nous demandons sa suppression d'ici et maintenant, parce que on ne peut pas comprendre que la France qui parle toujours de l'occupation, alors que en réalité, c'est ça la question de l'histoire. Parce que contrairement à ce que les gens racontent, je rappelle que le 3 septembre 1939, c'est la France et l'Angleterre qui déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. C'est pas le contraire. Mais pourtant, ils sont battus et on dit c'est l'occupation. Nous, aucun pays africain n'a déclaré la guerre à la France, n'a déclaré la guerre à la Belgique, n'a déclaré la guerre à aucun de ces pays prédateurs. Mais pourtant, eux, chez nous, ils parlent de colonisation et nous, on doit l'accepter. C'est pour ça que nous parlons d'occupation. La vraie occupation, c'est l'Afrique. Voilà ce que nous tenons à dire. Merci à vous, Monsieur Tapé Goubera. Eh bien, on aborde le dernier point, justement, de ce programme. On fera donc le dernier tour de table. Luc Michel, eh bien, on parle du bilan, des retombées de cette visite. On s'intéresse maintenant à cette visite proprement dite du président Emmanuel Macron du côté de l'Algérie. Quels sont, ou alors quels étaient les enjeux de cette visite? Et est-ce qu'on pourrait dire que ça a été tout de même une réussite? Avant de vous répondre, Manuela, oui, je voudrais rectifier une injustice historique qui a été commise sur ce plateau. C'est de confondre la Révolution française avec la bourgeoisie française qui a confisqué la République depuis la deuxième. En 1789, c'est la Révolution française. En 1792, Maximilien Robespierre proclame la première Assemblée nationale et on établit la première commune de Paris. Lénine et Staline voyaient dans Robespierre leur ancêtre idéologique et la première commune de Paris a inspiré la seconde en 1871 et ensuite l'Union soviétique. Robespierre, il est membre d'une association qu'on appelle l'association des Amis des Noirs. Il établit l'égalité raciale, il abolit le code noir, il abolit l'esclavage, il accueille dans la première Assemblée nationale française des députés noirs. En 1794, il est renversé par un coup d'État de la bourgeoisie, le coup d'État de Thermidor, et la bourgeoisie s'empare du pouvoir, coup d'État qui sera renforcé par le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est marié à Joséphine, qui est une bourgeoise de la Martinique et une propriétaire d'esclaves. Il rétablit l'esclavage. Il envoie son beau-frère, le général Lefebvre, dans une expédition militaire à la Martinique que les Français vont perdre. Et à partir de ce moment-là, ce sera pour toutes les républiques françaises, depuis la Deuxième République de 1794 jusqu'à la Cinquième République de De Gaulle, ce sera l'esclavagisme, puis le colonialisme. La bourgeoisie française invente la soi-disant mission civilisatrice de la République française pour établir le colonialisme. Mais il ne faut pas confondre Robespierre et la Révolution française avec les gens qui l'ont trahi. Robespierre était le personnage historique le plus admiré et le plus applaudi par Muammar Kadhafi. Moi-même, j'ai en 2009 fait applaudir devant le Congrès général populaire le Parlement de Tripoli. J'ai fait longuement applaudir debout le nom de Robespierre. Il faut revoir ceci pour rétablir la justice historique. Maintenant, il faut résumer la mission de Macron en Algérie. Ouais. Macron nous dit qu'il est venu rétablir des problèmes bilatéraux, la question des archives, la question mémorielle, etc. Ce sont des prétextes. Les véritables motifs de la visite, c'était la question militaire avec le Mali. Ça explique la présence du chef d'état-major français, le général Burkhardt, dans la délégation. La seconde raison de cette visite, c'était d'essayer d'obtenir de l'Algérie les suppléments de fourniture de gaz que les Russes ne fournissent plus. C'était la raison de la présence de MacGregor, la directrice d'Engie, ex-Electrabel, la régie française de l'électricité en Algérie.
Bien entendu, cette visite, il est un piège tendu par Macron à l'Algérie. C'est-à-dire que Macron essaye de briser l'alliance entre Moscou, Bamako et la Russie pour obtenir des Algériens leur accord dans la guerre du gaz. Maintenant, l'Algérie est au pied du mur. Soit elle va faire de l'argent avec la France et accepter de suppléer les Russes, c'est-à-dire de les trahir, soit elle va être fidèle à l'axe Alger, Bamako et Moscou. Voilà la véritable raison. Mais là, évidemment, une fois de plus, Macron, qui est un personnage machiavélique, il a bien joué dans ce dossier. Merci à vous, Luc Michel. Gamal Abina, un piège tendu donc par le président Macron à l'Algérie. Est-ce que vous pourrez dire que cette visite a été une réussite pour la France? Alors oui, juste très rapidement, oui, effectivement, je vais faire un raccourci. J'ai écrasé l'histoire, hein. Luc a bien compris que Robespierre finit malheureusement tragiquement et que sa révolution est un séisme mondial parce qu'elle apporte une alternative à la barbarie des royaumes. Mais effectivement, après, ça part très très mal. C'est vrai qu'il aurait fallu tout expliquer, c'est un peu trop long et le raccourci d'expliquer le code noir napoléonien ou le code de l'indigénat par la suite, ça vient derrière et c'est bien les bourgeois qui vont confisquer la révolution à des hommes qui étaient du peuple. Là-dessus, on est d'accord. Alors, pour ce qui concerne la réponse, on m'a interrogé très souvent ces derniers jours par rapport à cette réussite potentielle ou pas. J'ai une copine qui a accompagné Macron, qui est députée française des Verts, donc elle m'en dira plus dans les jours qui viennent. Une chose est certaine, c'est une réussite sur un plan du marketing. Il a fait du bon boulot. Là-dessus, il a bien réussi son coup, il a joué l'homme sympa, accessible, il a pris un bain de foule. Mais les réflexes français, je parle des médias français, je parle toujours des médias et des politiques, je ne parle pas des peuples. Immédiatement, on transformait un bain de foule en un bain d'hystérie, d'insultes. Alors moi, je suis assez fier de deux choses. La première, c'est de constater que dans ce bain de foule, les jeunes n'ont pas scandé des visas, c'est fini ça. L'Algérie a changé. Ils ont dit « One, two, three, vive l'Algérie ». C'est-à-dire nous sommes fiers de notre pays. Traduction chez BFM, CNews et autres organes de propagande sale, ils ont dit que c'était les insultes. C'est-à-dire que de dire « Vive l'Algérie », c'est une insulte. Alors qu'en France, il faut chanter la Marseillaise avec la main sur le cœur. C'est très amusant. Et la deuxième chose, c'est que les Algériens sont de fins connaisseurs de la politique française, connaissent parfaitement les rapports de force, voient s'envoler les cours du gaz et du pétrole dans les proportions qu'ils n'auraient jamais espérées il y a encore un an, le pétrole était descendu jusqu'à $9, voire des cotations américaines à 0. Et aujourd'hui, on est dans une envolée lyrique comme jamais l'Algérie pouvait espérer. Le pays n'a jamais été aussi riche aujourd'hui sans vendre plus de pétrole et de gaz. Ils n'en vendent pas plus. Bien au contraire, ils ont coupé le pétrole au Maroc qui allait vers l'Espagne et ils ont réduit les débits vers l'Espagne. C'est vous dire à quel point le confort est total. Pourquoi est-ce que les Algériens iraient suppléer le besoin français auprès de la Russie alors que la tension sur les marchés financiers, sur les marchés de cotation à terme, sur les marchés du pétrole et du gaz, donc, ne fait qu'augmenter, s'accroître avec l'arrivée de l'hiver qui est redouté terriblement par les Européens. Et les coûts d'augmentation, c'est 300%. Pour le petit consommateur. Eh bien, les Algériens ont fait, effectivement, ont proposé dans la possibilité, les moyens qu'ils ont, et ils ont des moyens considérables, puisqu'il y a des nouvelles réserves qui ont été découvertes, ils ont proposé aux Français une augmentation, écoutez bien le chiffre, de 4% par rapport aux chiffres actuels. C'est-à-dire qu'une augmentation, alors 4% en valeur absolue. En réalité, ils ont dit on va augmenter de 50% l'exportation vers le gaz en France, mais comme ils n'exportaient que 8% de cette quantité, et bien 8%, quand vous faites 50% d'augmentation, ça veut dire 4% en plus. Ce qui veut dire qu'on a porté de 8 à 12% les besoins de gaz français, sachant que le gaz russe, c'est 17%. Donc quand on vient en Algérie pour convaincre les Algériens d'augmenter, comme ils l'ont fait pour l'Italie d'ailleurs, de façon drastique, énorme, l'augmentation du gaz, alors que les Algériens, qui ne sont pas bêtes, savent très bien que de maintenir la tension, on n'en donne pas trop, ça permet d'engranger encore plus d'argent. Pourquoi iraient-ils trahir leur allié russe? Ils ne le feront pas. Ensuite, les Français ont demandé à établir un système sécuritaire très serré, sans jamais demander pardon. On reste toujours sur le même principe. Donc, ils veulent tout, sans rien donner. Eh bien, les Algériens leur dit oui, cause toujours tu m'intéresses. Et ce qui est intéressant dans la démarche, à la fin, quand Macron a parlé, c'est le dernier mot de Tebboune qui a dit, vous savez, l'histoire, vous voulez faire rapidement, parce que Macron est très pressé, soi-disant, il veut se débarrasser. Il a dit, ça prendra du temps. Macron parle de 2 semaines, il a dit, ça prendra 1 an s'il le faut, 2 ans. Les choses qui doivent être bien faites prennent du temps. Donc c'est comme pour le pétrole et le gaz, pour augmenter la production, ils vont prendre tout leur temps, soyez-en sûrs. Parce qu'effectivement, ça coûte cher aujourd'hui, le pétrole et le gaz, en vendant moins de pétrole et de gaz, et surtout parce que l'alliance avec la Russie est une alliance indéfectible. L'Algérie ne lâchera jamais son allié russe, qui est le principal pourvoyeur d'armement pour l'Algérie, qui ont effacé une dette de 5 milliards de dollars au moment où l'Algérie était par terre.
faut jamais oublier ça, les Algériens n'ont pas oublié, et qui ont continué à vendre des armes de haute technologie jusqu'au S-400, système de protection aérien, pour garantir à l'Algérie qu'elle soit jamais plus inquiétée par des forces coloniales ou néocolonialistes, et surtout qu'elle soit pas inquiétée sur sa frontière malheureusement marocaine. Donc aujourd'hui, non, la question qui se pose, est-ce que ce voyage est une réussite? Sur un plan marketing, c'est super bien fait. Tout le monde y a cru. Mais sur le plan du résultat financier, c'est un échec total. En quelques minutes pour sortir avec vous, Gamal Abina, on sait quand même qu'à l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État, c'est-à-dire algériens et français, ont décidé de se retrouver tous les 2 ans dans le cadre d'un haut conseil de coopération. Est-ce que ce n'est pas un point, est-ce que ce n'est pas une avancée dans les relations entre les deux pays? On peut parler de blague, si vous voulez, parce que ça, c'est une blague. Alors, je veux dire, pourquoi c'est une blague? Monsieur Tebboune remet son mandat en jeu dans 2 ans. Comment peut-on se rencontrer tous les 2 ans alors que c'est le moment d'échéance électorale et que M. Tebboune, s'il tient sa parole, sauf pression, devrait quitter le pouvoir parce qu'il a dit qu'il ne ferait pas de cumul de mandats. Donc j'ai du mal à croire à cette promesse. Je crois que Tebboune, qui lui propose 2 ans, ça n'est pas une avancée. Une avancée, c'est se voir tous les 6 mois et faire un point. 2 ans, c'est les calendes grecques. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, M. Tebboune joue la montre, il la joue très bien. M. Macron est très pressé parce que M. Macron connaît les conséquences en hiver qui arrive. Il a beau mentir en disant qu'ils n'ont pas de besoin, leurs besoins sont considérables. C'est 20% de l'énergie française qui est produite par le gaz. Donc c'est considérable. Et l'interconnexion des énergies fait qu'ils sont obligés d'exporter l'électricité au Luxembourg, à la Belgique, à la Suisse. Il y a un système d'interconnexion. Le surplus électrique est exportable dans ces pays-là, c'est des contrats, et que là, ils ne pourront pas les exporter. Donc les besoins énergétiques français sont toujours dans le rouge. Ils ont besoin de ces 20% qui sont en gros 20% de perte de la Russie. Ils en ont besoin et effectivement, ils n'ont rien obtenu. Les symboles, c'est beau, c'est bien mignon les symboles. On demande des choses concrètes, ils parlent de symboles. Le symbole, ça vient de nulle part. Donc qu'ils fassent ça tous les 2 ans, j'ai envie de vous dire, ce sera trop tard de toute façon parce que en 2 ans, il va se passer beaucoup de choses en Afrique. Voilà, merci à vous Gamal Abina. On va rapidement conclure avec les autres invités, toujours dans le tour de table. Tapez Goubera. Alors finalement pour vous, est-ce que cette visite du président Macron en Algérie, comment est-ce que vous l'avez analysé en termes de retombées? Je vais simplement lire le commentaire de l'éditorialiste de Radio Algérien qui dit, voilà ce qu'il dit. Force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides. Sans aucun accord ni contrat n'aurait été signé entre les deux parties au terme de cette visite. Qu'il s'agisse de l'énergie, d'investissement ou de commerce direct ou de biens et services, la donne algérienne devient donc une équation insoluble pour la France, dont les entreprises sont de moins en moins compétitives et ont du mal à s'adapter au changement du paradigme sur le plan macroéconomique, car elles sont trop habituées à une logique mercantile désormais proscrite dans l'ère de l'Algérie nouvelle. Moi, je pense que ça signifie, je dis bien, c'est l'éditorialiste de Radio Algérie qui l'a dit. Donc, qui est sur le terrain, qui sait ce qui s'est passé, qui a justement des écoutes. Et s'il le dit, ça veut dire que, comme on le dit, il n'y a pas photo. Rien n'a été conclu. Comme l'a dit Gamel, effectivement, M. Macron, en réalité, c'est ça, c'est promener, faire de la communication en réalité. Et surtout, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit non, que lui le problème, c'est pas pour la France. Il est venu pour voir ce qui en serait pour, comment on appelle, pour l'Italie. Or, on sait que M. Draghi, avant de partir, avait déjà signé un accord avec l'Algérie. Donc, ce qui veut dire, en réalité, il vient, il veut détourner, il veut prendre... détourner le contrat qui a été signé entre l'Algérie et l'Italie. Vous voyez, c'est ça un peu l'aspect malicieux entre ces puissances occidentales. Personne ne fait cadeau à personne. Ça veut dire que Macron vient, pendant que M. Draghi n'est plus au pouvoir, il veut donc arracher le contrat que l'Algérie a fait avec l'Italie pour que ça soit retourné pour la France. Et véritablement, parce qu'il a, comme l'a dit tout à l'heure Abdel, il a des échéances à respecter. Voilà. Sinon, en réalité, il n'y a rien eu, puisqu'on a vu M. Macron se pavaner, parler plutôt de l'élément mémoriel, etc. Ce n'était pas ça qui était à l'ordre du jour. Ce n'était pas ça qui était à l'ordre du jour. L'ordre du jour, si on écoute M. Olivier Véran, il a dit, le porte-parole, il a dit les enjeux énergétiques, migratoires, régionaux et militaires, dont Luc Michel en a parlé. Donc, avec tout ça, il n'y a vraiment rien qui a eu lieu. Aucun contrat n'a été signé. M. Macron n'a fait que de la communication, il est reparti bredouille. Voilà.
Il est reparti bredouille, vous nous dites Tapé Gourbera. Je sors avec vous, docteur Kanga, en ce qui concerne bien sûr cette visite du président français en Algérie. Pour vous, quelle analyse? Alors, comme les autres copanélistes, pour ma part, je pense que c'est une guerre d'abord communicationnelle. Donc, à défaut d'avoir de gagner sur tous les fronts, M. Macron, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire du bruit. Donc, même si M. Véran n'avait pas souligné le fait de traiter la question mémorielle de l'esclavage, de toute façon, cette question-là est une question importante pour l'Algérie. Pas seulement pour l'Algérie d'ailleurs, pour toute l'Afrique noire. L'Afrique a été colonisée, l'Afrique blanche aussi. Tous ces pays qui ont subi la traite négrière ont besoin que cette question soit traitée. Comme disait Tapé Gourbera, il disait très bien qu'il fallait d'abord parler de la vérité. Donc pour la question, l'Algérie, tant que la question coloniale n'est pas traitée non plus, c'est une visite de courtoisie, une visite d'amitié. D'ailleurs, ils ont dit que c'est pour fonder les liens, tout cet élément de langage. Mais on sait très bien que M. Macron y va parce que le froid arrive. Pour ceux qui habitent l'Europe, moi j'habite en France, le froid approche à grands pas. Donc ils ont attaqué la Russie, non pas les dirigeants n'ont pas réfléchi, les dirigeants occidentaux n'ont pas réfléchi aux retombées, au retour de bâton par rapport à la Russie. Et maintenant, puisque le gaz, les tuyaux sont fermés du côté russe, quand bien même, peut-être il faut mettre un peu de nuance, ils se rabattent sur le gaz de l'Algérie. Mais l'Algérie, comme ça a été souligné, c'est un partenaire privilégié, c'est un des partenaires privilégiés de la Russie. Donc la France voudrait pénétrer sur le marché, sur le précaré, enfin entre guillemets, précaré si on peut dire, de la Russie. Donc c'est de bonne guerre. La France, de toute façon, elle doit frapper aux portes pour avoir du gaz. Et donc l'Algérie a du gaz. C'est un producteur de gaz. Donc c'est tout à fait normal que la France aille. Mais je ne pense pas que la France ait eu gain de cause parce qu'elle n'a pas traité la question mémorielle avec autant de morts. Avec tous ces rapports, on voit que certains disent 5 000, d'autres disent 45 000. De toute façon, quel que soit le nombre qui sera retenu, c'est un génocide du peuple algérien, sans compter les autres génocide que la France a commis. Donc la France, elle est aux abois et elle ne sait à quel sein se vouer. Donc du coup, elle essaie de frapper à la porte de l'Algérie. Et je pense qu'elle n'a pas choisi l'Algérie au hasard. L'Algérie, les rapports de l'Algérie et du Mali ne sont pas anodins et elle voudrait passer peut-être par l'Algérie pour aller frapper le Mali parce que le Mali montre une capacité à résister face aux colons. Et donc, en passant par l'Algérie, la France voudrait que les rapports de l'Algérie et du Mali soient distendus. Pardon? Allez-y, docteur Kanga. Oui. Donc, elle voudrait passer par l'Algérie pour pouvoir casser les rapports entre le Mali et l'Algérie, pour pouvoir attaquer et briser ce qu'est en train de faire le Mali. Or, le Mali aujourd'hui, c'est celui qui défend vraiment la souveraineté des États. Aujourd'hui, le Mali, c'est une figure de proue. Et qui montre à tous les peuples africains qu'on peut défendre sa souveraineté militaire, on peut défendre sa souveraineté politique, on peut chercher à créer une souveraineté ou bien à recouvrer sa souveraineté monétaire, financière. Et donc, je pense que la France n'est pas partie en Algérie pour rien, mais j'espère que l'Algérie ne va pas se laisser avoir et pencher du côté de la France par rapport
par rapport au Mali et briser ce lien alors que le Mali est relié à la Russie, l'Algérie est reliée à la Russie. J'espère que la Russie va rester fidèle et qu'elle va pouvoir se ranger du côté du Mali pour que le Mali continue son avancée victorieuse. Voilà donc, merci à vous, Dr Kanga. Merci, on rappelle que vous êtes professeur de lettres et souverainiste africaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à Luc Michel, géopoliticien. Merci beaucoup, Luc Michel, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Gamala Bina, internationaliste, entre autres journalistes également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gamala Bina. Tapé Goubera, bien sûr, vous êtes enseignant et président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique, le MORAF. Merci aussi à vous, cher monsieur, d'avoir été avec nous. On vous souhaite donc une très très belle soirée. Merci à vous, chers téléspectateurs.